Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. En janvier, le Parlement retirait le droit de grève aux magistrats. Cette loi vient d'être abrogée par les députés. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Sommet Chine-Afrique face aux critiques sur la dette des pays d'Afrique envers la Chine. Le président Macky Sall tente de rassurer les Africains. Et puis, 8e édition de la Ligue olympique interclub Résurrection Football Club est la première équipe en finale. Bienvenue dans cette édition. Le Parlement béninois, à travers le vote d'une nouvelle loi, vient d'abroger la loi 2018-01 du 4 janvier 2018 qui retirait aux magistrats le droit de grève. Désormais, l'exercice de la grève est permis, mais sera encadré par une autre loi. Amen Didier Mpenoudji et Romaric Devouchi nous en parlent. La Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme a présenté ainsi son rapport qui indique clairement que le droit de grève est un droit fondamental mais qui a besoin d'être encadré. La loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en retirant le droit de grève aux magistrats consacre l'extinction de ce droit fondamental caractérisé par ailleurs par des turbulences jurisprudentielles récurrentes au Bénin. La stabilisation des droits et libertés fondamentaux proclamés dans notre Constitution apparaît donc plus que jamais nécessaire et pourrait se traduire par un meilleur encadrement global du droit de grève au Bénin. La présente proposition de loi portant abrogation de la loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en République du Bénin et visant la restauration du droit de grève aux magistrats s'inscrit dans cette perspective. La proposition comporte 2 articles. Les commissaires ont unanimement salué l'esprit de cette proposition de loi abrogatoire qui vise le rétablissement du droit de grève aux magistrats, surtout dans la perspective de l'encadrement global de l'exercice du droit de grève au Bénin. Les députés de la minorité parlementaire, tout comme ceux de la majorité, sont intervenus après la présentation de ce rapport pour apporter leur éclairage sur les tenants et aboutissants de cette loi qui vient restaurer aux magistrats le droit de grève qui leur avait été retiré en janvier 2018. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, au nom du gouvernement, se réjouit du fait que les débats précédents conduisent à l'adoption de cette loi qui restaure le droit de grève aux magistrats. Monsieur le Président, moi j'ai appris sur les bancs de l'université, dans la théorie de la succession des lois, que le législateur est toujours présumé cohérent avec lui-même. De telle sorte que lorsque 2 lois se succèdent, c'est que celle qui vient pour abroger une précédente est une bonne loi. Les arguments que j'ai entendus en faveur de l'abrogation de la loi inclinent, de mon point de vue, vers un vote favorable. C'est pour cela que le gouvernement s'associe à l'initiative parlementaire visant donc à l'abrogation de l'ancienne loi portant statut des magistrats en République du Bénin. C'est après toutes ces interventions que le vote lancé a consacré l'adoption de cette loi 2018-33. Procuration abstention 0. La loi numéro 2018-33 portant abrogation de la loi numéro 2018-01 adoptée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en République du Bénin est adoptée à l'unanimité moins une abstention. Et donc, les magistrats béninois ne sont plus interdits de droit de grève en République du Bénin, mais ce droit sera encadré. Et quelques députés se sont exprimés pour apporter leur éclairage suite à l'avènement de cette loi abrogatoire qui vient restaurer le droit de grève aux magistrats. Suivons-les. La Cour constitutionnelle a déclaré ces lois contraires à la Constitution. Et on nous a dit que c'est notre droit d'encadrer, mais que nous n'avons pas le droit d'interdire.
Mais c'est comme si la décision de cette cour-là ne nous avait pas plu. La décision que nous venons de prendre rétablit la décision prise par la Cour constitutionnelle au lot et désavoue les premières décisions prises par la Cour constitutionnelle Jogwini. Et je voudrais dire que quand on prend des décisions dans la précipitation et des décisions que quelques jours après l'Assemblée se voit l'obligation de désavouer, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Je voudrais rappeler ici que la loi sur la grève des magistrats et des gens de la santé n'était pas tombée du ciel. C'est ici même, à l'Assemblée, que nous avons organisé sur toute l'étendue du territoire national des tournées dans les maisons d'arrêt où nous avons constaté les conditions ahurissantes de vie de nos compatriotes, dû au fait qu'il y a les abus dans les grèves de nos magistrats. Nous savons bien que dans ce même pays, même l'hôpital de référence de notre pays, que nous appelons CNHU, il y a eu des grèves de 3 mois parce qu'on n'a pas payé l'arbre de Noël. Et c'est des citoyens béninois qui sont là, qui doivent être soignés. Ils veulent de la grève. On allait accorder. Mais ça ne sert plus que ça ne faudrait plus que ce soit comme avant. Aujourd'hui, est-ce que les enseignants sont fiers des résultats chaotiques, catastrophiques de nos enfants? Les premiers responsables, c'est bien eux. Nos tribunaux, est-ce qu'il y a la justice et l'équité? Lorsque tout le temps c'est la grève, lorsque les gens meurent en prison parce qu'ils ont volé un poulet et qu'ils n'ont personne pour les défendre et qu'ils croupissent, qu'ils meurent, je crois que l'État, à des moments donnés, doit se montrer fort. Et la démocratie donne les moyens à l'État d'être fort. C'est donc adopté, les travailleurs béninois n'auront plus que 10 jours de droit de grève, une décision qui n'est pas du goût des syndicalistes. Pour ces derniers, il s'agit d'une violation des acquis démocratiques. Ils sont au micro de Carole Olaye et Fiak Voitan. Une chose est d'avoir en main une loi qui dit on ne grève pas, mais une autre chose est d'avoir les moyens d'empêcher la grève. Vous savez, en 89, quand on devait se mettre dans la rue pour arrêter le gouvernement de Kérékou, aucun texte n'a prévu tout ce que nous avions fait. Ils vont oublier même qu'il y a une loi qui punit si on fait grève, si jamais les rapports de force sont en notre faveur. Mais ce que nous faisons, nous, en ce qui concerne les confédérations, nous faisons l'effort de faire l'économie de l'affrontement. Mais si ça devait s'imposer à nous, on va le faire. Et je suis convaincu que de toutes les façons, on a encadré le droit de grève, on a supprimé, on n'a pas supprimé, le tout dépendra des forces en présence. Et je compte sur la classe ouvrière, je compte sur les travailleurs pour que, à tout moment, ce que nous pouvons faire avec les droits qui nous sont reconnus, que nous puissions les faire avec dignité et fermeté. Dans les collèges, il n'y a que des vacataires. 80 et quelques % d'enseignants sont des vacataires qui évoluent sans salaire, dans de mauvaises conditions. Au lieu de les recruter, l'État provoque. L'État montre que c'est lui qui commande. Et il corse les lois, il invente les lois pour terroriser. Au Bénin, où nous avons fait 28 ans de démocratie, est-ce qu'on peut remettre tout ça en cause en un tour de bras? Non, je pense que ni les enseignants, ni les agents de santé, ni les magistrats, ni les travailleurs, ni même les femmes du marché et autres ne peuvent accepter que nos libertés soient remises en cause pour que nos revendications ne soient pas satisfaites. Nous sommes actuellement dans un état où la Constitution est violée pour que les travailleurs se taisent. Et je pense que les travailleurs ne doivent pas se taire.
ils doivent s'organiser et la CSTB invite les travailleurs à s'organiser pour défendre leurs revendications. Il y a pire nuisance qu'un travailleur qui reste à la maison pour exprimer son mécontentement. Le pire, c'est le travailleur qui est présent, mais qui saccage le service public parce qu'il est démotivé, parce qu'il est déboussolé, parce qu'il est frustré. Si on pense qu'on va museler tout le monde dans le système éducatif et dans le pays en général, vous verrez les conséquences. Et c'est là où j'interpelle à nouveau la société civile, c'est là où je voudrais interpeller à nouveau les parents d'élèves pour leur dire, dans cette bataille pour conserver le droit de grève, il ne doit pas laisser les travailleurs seuls. Il ne doit pas laisser les enseignants seuls. Moi, je souhaiterais que le gouvernement réussisse. Et donc, il faut qu'il revoie un peu sa position. On peut être fort aujourd'hui et ne pas être fort demain. Et en matière donc de crise sociale, on peut savoir quand ça commence peut-être, on ne sait jamais ce que ça va donner en fin de compte. Le gouvernement doit pouvoir intégrer cette dimension de l'analyse dans sa gouvernance et nous permettre d'avoir une année scolaire apaisée. Vous le savez déjà, le Bénin dispose depuis quelques jours d'un nouveau code électoral qui suscite deux débats. L'augmentation des cautions aux élections législatives et présidentielles est l'un des sujets de discussion. Acteurs de la société civile et de la vie politique s'inquiètent. Non seulement ils ont les regards tournés vers la Cour constitutionnelle, ils plaident également pour une relecture de ce code. Le Bénin dispose depuis le lundi 3 septembre 2018 d'un nouveau code électoral. La loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin a été adoptée par les députés. Composé de 396 articles répartis en 7 livres, ce code présente des nouveautés. Au nombre de ces nouveautés, les cautions pour les présidentielles et les législatives qui passent respectivement à 250 millions et 249 millions. Des dispositions qui, selon certains acteurs, sont exclusives et risquent de nous plonger dans un système plutocratique. Social Watch avait fait une sortie de sa position par rapport à la proposition d'amendement et nous réitérons encore que cette disposition du code voté est exclusive parce que on peut ne pas être riche, mais avoir des idées qui puissent apporter des réponses adéquates aux défis de développement. La caution qui est passée du simple à des milliers, pas au double ou au triple, à des milliers. Donc c'est, de mon point de vue, un peu préoccupant, parce que nous risquons de tomber dans le piège d'un système plutocratique, où c'est l'argent qui détermine le choix des gouvernants et non les idées qu'ils portent. Et là, c'est dangereux pour notre démocratie. Pour Blanche Sonon, présidente de Social Watch, ces dispositions excluent les jeunes et les femmes qui sont déjà vulnérables, mais qui ont pourtant des idées pour participer au développement de leur pays. D'autres griefs sont toutefois portés contre ce code électoral, notamment la nécessité pour une liste ou un parti de réunir 10% du suffrage national avant que les sièges ne soient validés. Ça écrase les petits partis qui doivent faire aussi leur expérience, leur cheminement. Je suis d'accord que nous faisons une réforme afin d'éliminer les clubs électoraux, les clubs politiques électoraux. Mais le mécanisme trouvé n'est pas démocratique, n'est pas inclusif. C'est extrêmement dangereux. Moi, je pense que le législateur aurait pu réfléchir plus loin pour voir les failles qu'il y a dans le système de représentativité que nous avons au Parlement. Parce que nous avons un mandat représentatif. Nous n'avons pas un mandat impératif. À défaut de corriger les failles qu'il y a dans ce mandat représentatif, le législateur aurait pu revenir au mandat impératif. Pour Raoul Glessoubé, tous les députés se réclament d'une circonscription électorale ou même d'une commune et lorsqu'ils défendent des causes au Parlement, ils défendent les causes de leur localité. Il pense cependant que pour la caution, il y a beaucoup d'autres alternatives. Il donnera l'exemple de certains pays comme le Sénégal et la France. La Cour constitutionnelle est mise devant ses responsabilités. Et nous savons qu'elle va dire le droit et rien que le droit, conformément à nos réalités socio-économiques et politiques. Le Bénin ne va pas étonner négativement.
Nous devons consolider plutôt les acquis de la démocratie. Ce que moi j'aurais demandé, sincèrement, c'est que le président de la République demande seconde lecture de ce code. Qui demande seconde lecture et qu'on revoie les choses de fond en comble, qu'on corrige ce qu'il y a lieu de corriger. Parce que nous avons fait près de 28 ans de démocratie maintenant. Et c'est un recul pour notre démocratie. Écoutons à présent quelques citoyens se prononcer sur le nouveau code électoral. La caution pour être président maintenant est à 250 millions. Pour la liste des membres et de l'Assemblée nationale, autrement dit pour les députés, c'est à 249 millions. Et certains estiment que c'est trop élevé. Moi, je pense que l'organisation des élections fait partie des dépenses de souveraineté d'une nation. Et normalement, pour organiser une élection, on ne devrait demander aucun appui, de quelque nature que ce soit appui financier ou appui matériel, à un partenaire technique financier. Et donc, normalement, si les gens pensent que, comme on appelle, c'est vraiment une dépense de souveraineté, ils devaient contribuer normalement à ce que l'élection se passe dans de très bonnes conditions. Nous tous, nous savons combien il faut pour organiser une élection. Et pourquoi ceux qui veulent être candidats ne peuvent pas contribuer à l'organisation de cette élection en déboursant pour que tout se passe correctement. La Constitution a prévu les alliances de partis au cours des élections législatives. Le législateur n'est pas au-dessus de la Constitution. La pyramide des lois nous enseigne quoi? La Constitution est au-dessus du législateur. Le législateur, avant d'initier des lois, doit voir d'abord ce que la Constitution a prévu. Il ne doit pas faire sa volonté. La démocratie, nous avons copié ça des pays de grande démocratie. Lorsque nous prenons la France, c'est 0 € pour être candidat. Les États-Unis, c'est $0 pour être candidat. Mais vous êtes élu à 15 millions de francs CFA pour être président de la République. Vous voulez augmenter, vous allez jusqu'à 250 millions. Le Bénin devient tellement riche, je me demande. La loi a été votée, c'est voté par nos élus. Donc nos élus aussi, peut-être ils ont analysé, ils ont vu que bon, ça arrange le peuple. Donc moi je suis à leur avis. Moi je suis pour le vote. Et ça m'encourage. Seuls les nouveaux bacheliers ayant obtenu la mention assez bien au bac sont autorisés à prendre part au concours d'entrée dans les écoles et instituts universitaires. Cette décision inclut dans les réformes du gouvernement de la rupture en vue de promouvoir l'excellence et diversement appréciée dans le rang des étudiants. Un reportage de Hayat Foué et Denis Maroya, dit par Carole Laïe. Seuls les meilleurs bacheliers sont désormais attendus dans les instituts et écoles publiques du Bénin. La mention assez bien est la première condition à remplir avant de prendre part aux différents concours d'entrée dans les centres universitaires. Ainsi en a décidé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, dans un communiqué en date du 31 août 2018. Une réforme applaudie par certains bacheliers et désapprouvée par d'autres. Moi, j'ai d'ailleurs la mention assez bien. Donc, en ce qui concerne la décision du gouvernement, je pense que c'est en même temps une bonne chose et c'est en même temps une mauvaise chose. Une bonne chose parce que ça permet de limiter le nombre de dépôts. Dans ma classe, notre première n'a pas eu la mention assez bien. Elle a eu la mention passable. Peut-être que les épreuves en ce qui la concerne n'étaient pas abordables et tout. D'un côté, je pense que c'est bien parce qu'ils ont permis à ceux qui ont eu assez bien d'avoir la bourse, comme ceux qui ont eu la mention bien. Mais d'un autre côté, je ne suis pas d'accord parce que ceux qui ont eu la mention passable doivent aussi ont le même droit que ceux qui ont eu la mention bien. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée le fait d'avoir la mention pour
avoir accès au concours, c'est une très bonne idée. S'il est clair que cette nouvelle décision prône l'excellence dans les universités publiques béninoises, il est aussi vrai qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt du plus grand nombre. C'est du moins l'avis du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, organe fertière d'accompagnement et d'insertion du nouveau bachelier. Ce que nous dénonçons à travers ce communiqué, c'est écrit, il est sur large diffusion. Mais voyez-vous, nulle part, nous n'avons été saisis par l'autorité ministérielle par rapport à ce communiqué-là. Nous, ça nous pose un véritable problème. Comment est-ce qu'on veut qu'on en fasse une large diffusion si véritablement on n'associe pas les acteurs en présence? Pour nous, ceux-là qui ont la mention passable ne sont pas forcément faibles ou sont inintelligents. Et donc, fort de cela, nous pensons que c'est une barrière qu'il faille lever pour permettre à la grande masse de pouvoir y participer. La porte des facultés reste toutefois ouverte à tous les étudiants. La communauté internationale célébrait ce 5 septembre la Journée internationale de la charité, une initiative de l'Organisation des Nations Unies qui vise à encourager la charité, notamment par des activités pédagogiques et de sensibilisation. Au Bénin, le constat fait état de la régression de la charité. Pourquoi et comment? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Serlan et Fiac Voitan. Être charitable, c'est se donner. Donner de son temps, donner de son énergie, donner de ses moyens, donner de ses ressources, pas seulement pour faire plaisir aux autres, mais pour répondre aux préoccupations et aux besoins des autres. Ainsi, on peut définir la charité comme étant cette vertu qui permet à l'homme de faire du bien à autrui. Et c'est pour encourager la charité que l'ONU a proclamé en 2012 chaque 5 septembre Journée internationale de la charité, une date qui rappelle par ailleurs la disparition d'un être charitable, la mère Teresa. 6 ans après cette initiative de l'ONU, au Bénin, l'analyse combinée des comportements présente un tableau où la charité est en net recul. La charité tend à disparaître. La solidarité, l'amour du prochain tendent à disparaître. Comment pouvez-vous comprendre que d'aucuns n'ont pas de l'emploi malgré leurs qualifications, tous leurs titres et leur expérience professionnelle et que d'autres ont 2 ou 3 emplois et arrivent à se faire beaucoup de ressources? Pourquoi ne pas faire une redistribution de l'emploi? La division du travail social, dont parle Émile Durkheim, forcément a encore toute sa valeur et son importance. Les uns sont prêts à s'arroger tous les intérêts et les biens des autres. Les uns sont prêts à écraser et enterrer les autres pour pouvoir bâtir leur hégémonie et leur puissance sur les cendres de ces derniers. D'aucuns arrivent même à amasser de la fortune pour 3, 4, 5 générations après eux et qu'au sein de la même société, il y a d'autres qui n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour. Un moi trop expressif, un ego démesuré. Des mots qui, selon le sociologue Aimé Cheffa, ne sont pas nés du développement souhaité. Mais il s'agit de mots nés des phénomènes de la ville. Les phénomènes lesquels, à savoir le recul social, la proxémie et les contraintes liées à ce que les villes deviennent. L'insécurité galopante qui engendre la méfiance au point où on ne peut plus faire autostop. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc vous ne pouvez pas faire preuve de charitable. Cela est un indicateur de ce que nos sociétés africaines sont malades. Nos sociétés africaines sont en pleine désintégration. Face à l'urgence, il en appelle à une réflexion des travailleurs sociaux pour éviter une crise au sein de la société. Une société qui n'est pas charitable serait une société qui ne serait pas durable, parce que une société au sein de laquelle chacun ne fait que penser à lui-même sans penser aux autres aura un problème de gouvernance, aura un problème de développement, aura un problème de partage du bonheur et de la richesse nationale, aura un problème même de mise à disposition et de redistribution des biens et des richesses nationales. Sur le plan religieux, la charité est considérée comme une recommandation divine. Il est indispensable, d'accord, pour celui qui veut faire le bien, d'avoir conscience que c'est pour son bien, d'abord. Et par conséquent, il doit faire preuve, il doit donner avec joie. Parce que Dieu vous promet
une rétribution plus favorable. Dieu vous promet un gain au-dessus de ce que vous donnez. Et le Seigneur revient à la charge pour dire, ne donnez pas et ne faites pas suivre de votre charité des paroles désobligeantes. Ne faites pas en sorte que vous donnez aux gens et en même temps les gens avant de quitter chez vous, ils ont déjà le chagrin au cœur. Ils ont l'impression d'être rabaissés. Non. Pour l'imam de la mosquée centrale d'Aconville, la charité, c'est aussi les bonnes prières et pensées envers les âmes qui en ont le plus besoin. Actualité hors du Bénin à présent, le président sénégalais Macky Sall a appelé mardi l'Afrique à ne pas avoir la conscience perturbée par les critiques occidentales contre la dette des pays africains vis-à-vis de Pékin, assurant que ce dossier était parfaitement maîtrisé. Il s'exprimait lors de la conférence de presse finale du 7e forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Ce sommet diplomatique et commercial a réuni pendant 2 jours des dirigeants de 53 pays africains. Écoutons à présent le président sénégalais. Tout ce que nous faisons avec la Chine, et j'insiste là-dessus, est parfaitement maîtrisé, y compris le volet financier, le volet de la dette. Nous ne devons pas avoir la conscience perturbée par les critiques faites sur la nature de nos relations avec la Chine. Et puis du sport pour mettre un thème à cette édition, Résurrection Football Club est la première équipe qui se qualifie pour la finale de la 8e édition de la Ligue olympique interclub. C'était à l'issue d'une rencontre qui l'opposait à la jeunesse sportive d'Agonkamé. Une rencontre remportée par un score d'1-0. Nous vous proposons le compte rendu avec Kano François Humbedirinto et Denis Marouya. La deuxième demi-finale de la Ligue olympique interclub de Loïc Benaroun à Godomé sous les pylônes se jouait ce mercredi 5 septembre 2018 entre la jeunesse sportive d'Agonkamé en rouge et Résurrection Football Club en blanc. Une fois encore, les férus du football ne se sont pas fait compter l'événement. Après les formalités d'usage, le coup d'envoi a été donné par l'arbitre. Chacune des deux équipes enchaîna des actions mettant en difficulté son adversaire. Mais le score reste nul et vierge jusqu'à la fin de la première partie. En seconde mi-temps, après environ 15 minutes de jeu, Résurrection Football Club ouvre le score par l'entremise de son numéro 10. La jeunesse sportive d'Agonkamé a tenté de revenir dans le match, mais en vain. Le coup sifflet final de l'arbitre mettra fin à la rencontre. Ils ont été meilleurs sur le terrain aujourd'hui. Ils n'ont pas laissé faire. On a réussi à marquer le but. Bon, l'essentiel c'est de conserver le but. On a pu conserver. Bon, nous-mêmes c'est la tâche qui nous attend. Parce que les deux équipes qui vont jouer la deuxième demi-finale, ce n'est pas une petite équipe. C'est une grande équipe comme nous aussi. Donc on doit se préparer pour pouvoir les affronter. Résurrection Football Club s'offre ainsi son ticket pour la finale prévue pour le samedi 8 septembre en attendant son adversaire qui sera connu à l'issue du match qui opposera FIFA Club d'Agla et Star Club. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.